Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 personnes les plus riches de la planète. Qui sont les 10 personnes les plus riches du monde? Le classement est dominé par des hommes et des Américains. Ouais. Euh, les classements se suivent et se ressemblent. Le top 10 des personnes les plus riches reste à peu près le même. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, s'utilise toutefois la première place à Bill Gates, longtemps dominateur parmi les milliardaires. Mais comment Forbes établit-il son classement? Il faut d'abord savoir que Forbes ne calcule qu'une partie euh, de la richesse. Impossible en effet d'éplucher chaque compte en banque ou de visiter chaque propriété immobilière. Et puis, qu'en est-il des comptes cachés, les yachts et autres tableaux? Non, le classement Forbes se base sur un calcul simple. C'est le nombre d'actions qu'ils détiennent, qu'ils détiennent multiplié par la valeur de ces actions. Ok. C'est ainsi que des vieilles familles très riches en termes de biens ou de propriétés passent outre ce classement ou ne figurent pas dans les premières places. A contrario, le classement est dominé par les hommes d'affaires du moment, car il s'agit exclusivement d'hommes dans ce classement. Nous avons 7 Américains, en français, en espagnol et un Mexicain. Alors, bienvenue dans le Club des 10. Alors, à la 10e position, on a Larry Page, 50,8 milliards de dollars. Okay. Alors, son informaticien de formation, il est le cofondateur du moteur de recherche Google et actuel CEO d'Alphabet, la société mère du géant de la tech. À la 9e position, on a Michael Bloomberg, 55,5 milliards de dollars. Alors, c'est l'ancien maire de New York et candidat malheureux aux primaires démocrates en 2020. Michael Bloomberg a fait fortune dans l'information financière avec le média qui porte son nom, Bloomberg. À la 8e position, on a Mark Zuckerberg, 62,3 milliards de dollars. Alors, Mark Zuckerberg est le seul trentenaire que l'on retrouve dans ce classement. Il est aussi le premier milliardaire issu des nouvelles technologies, mais certainement pas le dernier. Mark Zuckerberg est bien sûr le cofondateur en 2004 de Facebook, le réseau social le plus utilisé dans le monde. Très jeune, Mark Zuckerberg est un élève brillant pour intégrer Harvard. Il réalise d'ailleurs un score de 1590 sur 1600 au test de SAT. C'est avec ses camarades de classe qu'il décide un jour de créer ce qui ressemblera plus tard à Facebook. Le succès est immédiat. La plupart des étudiants de l'université s'y connectent. Bientôt, le réseau sera étendu aux écoles secondaires et puis au grand public. Mais Facebook est rapidement attaqué en justice, notamment par les frères Winklevoss, qui avaient, quelques mois plus tôt, lancé un autre réseau social, le Harvard Connection, d'autant qu'ils avaient associé Mark Zuckerberg à leur projet en 2003. En tant qu'informaticien de formation, il était censé finir les codes.
les codes sources du site et de le rendre opérationnel. Mais pour lui, le site n'allait pas assez loin. Ok. Il décide donc en parallèle à développer The Facebook. Ok. Après quelques vices de procédure, un accord à l'amiable est trouvé en 2008. Facebook paye plus de 65 millions de dollars aux ex-camarades de classe de Mark Zuckerberg. En 2017, les deux frères jumeaux Winklevoss étaient les premiers milliardaires en Bitcoin. Mark Zuckerberg, de son côté, continue son ascension vertigineuse. Alors, en 2010, il est la personnalité la plus influente du monde, selon euh, le magazine Time. Facebook entre en bourse en 2012. Après des débuts difficiles, Mark Zuckerberg redresse la barre, l'action valant le double de sa valeur initiale. Un an plus tôt, Facebook rachète Instagram. Son appétit est désormais sans limite. Facebook rachète WhatsApp et son milliard d'utilisateurs en 2014, alors que le réseau social était déjà avait déjà lancé Facebook Messenger. Échange de messages, de photos et réseau social complet. Facebook domine le marché de la tête et des épaules et se permet même de voler la plupart des fonctions de l'un de ses derniers concurrents, Snapchat. Okay, visiblement pas assez prévoyant que pour protéger ses atouts. Alors, deux gros bemelles à cette ascension économique sans précédent. D'abord, le scandale Cambridge Analytica, entreprise à qui Facebook a vendu les données de ses utilisateurs. Ensuite, les fake news. Facebook fait régulièrement l'objet de débats sur le plan politique, économique, culturel ou social. De par son énorme influence, le réseau social est une pièce centrale dans le mécanisme de l'information. Sa responsabilité est engagée entre laisser n'importe quelle information circuler ou en empêcher la propagation. C'est là tout l'objet du débat. Une problématique qui a notamment été rencontrée lors des élections américaines en 2016. Voilà. Alors, à la 7e position, on a Larry Ellison, 62,5 milliards de dollars. Larry Ellison est américain et cofondateur de l'entreprise Oracle Corporation. Il s'agit d'une firme informatique qui propose des systèmes de gestion de bases de données et elle est célèbre en langage de programmation Java. Élevé par son oncle et sa tante, cet informaticien de formation est né dans le Bronx. Il a 73 ans. Okay. Père de deux enfants devenus producteur de cinéma. Larry Ellison fait partie de ces miracles comme seuls les États-Unis peuvent en offrir. PDG puis président du conseil d'administration d'Oracle, il est le propriétaire du tournoi de tennis Masters d'Indian Wells. Okay. Larry est aussi engagé dans le transhumanisme.
dans le transhumanisme. Donc c'est un mouvement intellectuel qui croit que l'homme qui aura 1000 ans est déjà né. Donc la condition humaine n'étant plus un obstacle pour les nouvelles technologies, la mort, la souffrance, le vieillissement ou encore le handicap ne pourrait être qu'un lointain souvenir, à la fois fascinant et très dangereux. Ok. Alors, à la sixième position, on a Amancio Ortega, donc 62,7 milliards de dollars. Alors, un autre octogénaire dans ce classement, Amancio Ortega, a 82 ans et est né en Espagne. Il est le créateur de la marque de vêtements Zara et fondateur du groupe textile international Inditex. Okay. Fils de cheminot espagnol, il abandonne l'école à l'âge de 13 ans et devient coursier dans un magasin de textile. Son premier business, il le lance en 1963 en fabriquant des robes de chambre. Le premier magasin ouvre ses portes en 1975. Il en compose 5 4 ans plus tard. Il en compte 5 4 ans plus tard. Et plus de 100 500 de nos jours. Dans le giron de son nouvelle entreprise, on retrouve les marques Massimo Dutti, Tomb, Pull Beer ou encore Bershka. Si Ortega reste actionnaire majoritaire du groupe à hauteur de 59,3%, des parts, donc 59,3% des parts, il a quitté ses fonctions de président en 2011. Il exerce aujourd'hui le pouvoir dans l'ombre, mais c'est à l'une de ses 2 filles et à son gendre qu'il a confié sa succession. Le siège de l'entreprise se situe à La Coruña, en Espagne. Zara est maintenant déployé dans 33 pays différents. Le concept est de mettre en vente des articles à des prix très accessibles, de milieu de gamme, tout en s'inspirant des grandes marques, des grandes maisons de la mode. Donc une sorte de plagiat low cost qui a valu à l'entreprise quelques ennuis. Ceci étant dit, Zara dispose de plus de 200 créateurs qui conçoivent quelques 30 000 modèles chaque année. C'est une des grandes forces de l'entreprise, proposer de nouvelles collections presque tous les mois pour être à la pointe de la mode. Alors, à la 5e position, on a Carlos Slim Helú, 64 milliards de dollars. Okay. Alors, Carlos Slim Helú est un Mexicain de 78 ans. Il est à la tête de plusieurs entreprises qui représentent 2 à 3% de tout le PIB mexicain. América Móvil, Telmex et Groupe Carso. Fils d'immigrés libanais, Carlos Slim a 6 enfants et a toujours été doué pour les mathématiques. Il devient ingénieur et construit petit à petit son entreprise en commençant par le courtage immobilier. Il profite de la crise financière en 1982
pour mettre la mainmise sur de nombreuses entreprises. Petit à petit, ce magnat de l'immobilier euh, s'intéresse aux télécommunications sur lesquelles il va exercer un véritable monopole. L'homme qui doit subir une opération à corps ouvert en 1997 se relève encore plus fort. 10 ans plus tard, son empire est évalué à 5 à 7% du PIB mexicain. À cette époque, il dépasse même Bill Gates pour devenir l'homme le plus riche du monde. Ouais. Rien que sur les 6 premiers mois de l'année 2007, il a augmenté sa fortune de 12 milliards de dollars, principalement grâce à ses investissements boursiers. Les deux crises boursières 2008 et 2011 lui feront perdre quelques milliards, le faisant reculer progressivement dans le classement. A noter qu'il est également le deuxième actionnaire du New York Times. Ensuite, à la quatrième position, on a Bernard Arnault, 76 milliards de dollars. Ouais. Bernard Arnault est l'Européen le plus riche du monde. Né à Roubaix en France en 1949, il est le propriétaire du groupe de luxe LVMH. Cette enseigne fusionne les deux groupes Moët Hennessy, hein, les champagnes Moët et Chandon, Ruinart, Mercier, Canard Duchesne et le cognac Hennessy. Et Louis Vuitton. Louis Vuitton, Givenchy, Champagne Veuve Clicquot, qui acquiert en 1987 suite au crash d'octobre. 3 ans plus tôt, celui qui avait repris l'entreprise familiale de son père rachète la marque Christian Dior. L'opération est évaluée à 90 millions de francs français ou 14 millions d'euros, soit l'entièreté de la fortune familiale de l'époque. Petit à petit, le groupe LVMH est devenu le premier groupe de luxe au monde. Bernard Arnault, qui fait acquisition sur acquisition, multiplie la valeur du groupe par 15, tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 500%. Il doit sa réussite à sa manière de gérer la multinationale. Il laisse un grand pouvoir de décision aux marques du groupe qui sont considérées souvent comme des maisons à l'histoire familiale. Ensuite, les marques les plus solides du groupe permettent de financer celles qui sont émergentes ou en croissance. Cette solidarité entre les marques permet un ensemble harmonieux. Les années 90 et 2000 prendront le même chemin. Arnault acquiert via son groupe les marques de vêtements Kenzo, Berluti et Berluti, mais aussi les quotidiens, la Tribunal, puis plus tard le groupe Les Échos ou encore le Parisien. On peut aussi citer quelques grands crus, Cheval Blanc, Clos Lambraille, ou le parfum Gerlin,
et des bijoux BVL Gary. Bernard Arnault n'est pas seulement un milliardaire. Il est considéré comme l'un des meilleurs chefs d'entreprise au monde. Il fait d'ailleurs régulièrement partie du classement de la Harvard Business Review. Alors, plusieurs polémiques jonchent toutefois sa carrière. D'abord, lorsqu'il demande la nationalité belge en 2012, le journal Libération n'hésite pas à titrer en une Casse-toi riche con, en référence au Casse-toi pauvre con de Nicolas Sarkozy. Après recul, il s'avère que cette demande n'avait rien à voir avec une quelque manière de limiter les droits de succession, légèrement plus faible en Belgique. Non, il s'agit plutôt d'éviter la dislocation du groupe en cas de décès. En 2013, la quasi-totalité des actions du groupe est transférée en Belgique sous la fondation Protect Invest. Le quotidien Libération est puni plus aucune publication du groupe n'y figurera jusqu'à la fin de l'année. La perte est estimée à 150 000 euros. Plus tard en 2017, la divulgation des Paradise Papers révèle que Bernard Arnault a placé des actions d'Oyot, une maison de 4300 mètres carrés, et des fonds d'investissement dans 6 paradis fiscaux. Une volonté d'optimiser au maximum son imposition jusqu'aux frontières de la légalité, écrit le journal Le Monde. Là encore, le journal aurait été puni à hauteur de 600 000 euros, révèle le Canard enchaîné. Ce qui a été démenti par la suite par le groupe LVMH, qui s'y frotte, s'y pique. Alors, à la troisième position, on a Warren Buffett, à 82,5 milliards de dollars. La majeure partie de ces milliardaires font partie de la même génération. Warren Buffett, 87 printemps, ne déroge pas à la règle. Selon la légende, il aurait déclaré à un ami que s'il n'était pas millionnaire à 30 ans, il sauterait d'un immeuble d'Omaha, sa ville de naissance. Depuis, on le surnomme l'oracle d'Omaha. Il est l'un des hommes les plus riches au monde, ne quittant jamais le podium de Forbes depuis les années 2000. Il dirige la gigantesque société d'investissement Berkshire Hathaway. Donc 400 000 employés à travers le monde dans son portefeuille. Des parts de grandes marques comme Coca-Cola, 8,3%, American Express, 14,9%, Goldman Sachs, 7,6%, ou encore Kraft ou Heinz. L'homme est pourtant passé par toutes les étapes. Il a été vendeur de journaux et épicier avant de travailler pour son père à 13 ans comme courtier en bourse et puis membre du Congrès américain. Ouais. Cet ami de Bill Gates est aujourd'hui un philanthrope.
un philanthrope réputé. Il donne l'essentiel de sa fortune à des œuvres de charité, dont 37 milliards de dollars à la fondation Bill and Melinda Gates, et ne léguera qu'une infime partie de sa fortune à ses enfants. C'est d'ailleurs l'un des grands défenseurs d'une harmonisation des taux d'imposition, ne comprenant pas pourquoi sa secrétaire était plus imposée que lui. Il a écrit une tribune en 2011 dans le New York Times pour appeler les législateurs à légiférer en la matière. Warren Buffett n'est pas non plus du genre à distribuer les dividendes à ses actionnaires et investir intelligemment. Tout est pensé et réfléchi. Il est d'ailleurs nommé meilleur investisseur du XXe siècle par la société de conseil Carlson Group. L'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000 n'y changera rien. Il avait flairé le mauvais coup. La crise financière initiée en 2007 lui fera toutefois perdre sa première place au profit de Bill Gates. Démocrate historique, il a soutenu Obama, puis Hillary Clinton lors de la dernière élection présidentielle de 2016. À la deuxième position, on a Bill Gates, 96,5 milliards de dollars. Au plus haut de sa valeur, la fortune du boss de Microsoft atteignait les 101 milliards de dollars, soit 147 milliards actuels. C'était en 1999. Mais depuis, Microsoft a vu des concurrents débarquer et l'homme d'affaires s'est petit à petit transformé en mécène. En 2006, il décide de consacrer 95% de sa fortune au sein d'une fondation qui porte son nom. Éducation, santé, l'homme est un philanthrope. Mais cette donation est aussi un moyen de se détacher de l'influence des États-Unis puisque cet argent est défiscalisé. Bill Gates va pouvoir agir seul sans pression étatique. Sa fondation a aujourd'hui plus de budget que l'Organisation mondiale de la santé. Voilà. Mais comment fait-il pour rester l'un des hommes les plus riches du monde? Le natif de Seattle, passé par Harvard, lui aussi est tout simplement plus malin que les autres. Voilà. En 1990, en parallèle à Microsoft, Bill Gates a créé un holding afin d'investir et assurer ses arrières. Peu connu du grand public, il reste très rentable alors que le fondateur de Microsoft ne détient plus que 1,3% des parts de son entreprise. Cascade Investissement s'occupe depuis 1995 de réinvestir le cash de Microsoft. C'est en 2000 qu'il crée la fondation Bill and Melinda Gates, qui à son tour va servir de réservoir à liquidité pour d'autres investissements
avec ces deux nouvelles entités. Bill Gates va continuer à bâtir sa fortune, mais en dehors de Microsoft. Il détient des parts notamment dans l'entreprise Coca-Cola, FEMSA, qui s'occupe de l'embouteillage du géant mondial des sodas ou encore 5% des parts de Berkshire Hathaway, le holding de son pote Warren Buffett. Ok. Ensuite, à la première position, on a Jeff Bezos, 131 milliards de dollars. Très jeune, Jeff Bezos et sa mère sont abandonnés par son père. Elle épousa alors un certain Miguel Bezos, un immigré cubain qui donna son nom à Jeff. Diplômé en 1985 de la prestigieuse université de Princeton, il va petit à petit s'intéresser à ce qui l'obsède depuis des années. J'ai appris que l'utilisation du web augmenterait de 2300% par an. Je n'avais jamais vu ou entendu parler de quelque chose avec une croissance aussi rapide. Et l'idée de créer une librairie en ligne avec des millions de titres, quelque chose de purement inconcevable dans le monde physique, m'enthousiasmait vraiment, déclara-t-il à Business Insider. Amazon était né du nom du plus grand fleuve de la planète. On est en 1994. Amazon est aujourd'hui la plus grande entreprise mondiale de vente en ligne avec un chiffre d'affaires de 74,7 milliards de dollars par an, chiffre de 2013. Son groupe possède aussi des entreprises comme IMDB, Alexa Internet ou encore le Washington Post. Okay. Ce n'est pas l'amour fou entre lui et Donald Trump. Le président lui reproche de ne pas favoriser l'emploi aux États-Unis et même d'en détruire. Donald Trump a d'ailleurs menacé Amazon d'une enquête antitrust pour tenter d'intimider Jeff Bezos et de faire infléchir la ligne éditoriale de Washington Post. Pas vraiment favorable au président américain. Entre les deux hommes, la guerre est déclarée. Jeff Bezos, comme Larry Ellison, s'inscrit dans le transhumanisme et fait partie du courant libertarien. L'homme est obsédé par le long terme. Il a d'ailleurs investi 42 millions de dollars dans une horloge mécanique qui donnera l'heure exacte pour les 10 000 prochaines années. Il a aussi fondé en 2000 l'entreprise Blue Origin, dont le but est d'envoyer des touristes dans l'espace. Donc, on en a fini pour les 10 hommes les plus riches du monde. Ouais. Maintenant, on va voir les 15 pays les plus riches du monde. Donc, nous allons découvrir les pays avec le PIB le plus important au monde selon le FMI. Il y a du changement dans le classement. Ouais.
2 fois par an, le FMI diffuse une très grande quantité de données dans sur la puissance économique des pays dans le monde, dont le produit intérieur brut, PIB. Il détermine l'activité économique d'un pays, sa variation et son taux de croissance. Okay. Donc, à la 15e position, on a le Mexique. 1120 milliards de dollars. Okay. Alors que son PIB était en chute au milieu des années 1990, l'intégration du Mexique à l'ALENA lui a permis de redresser la barre. Il s'agit du marché commun que le Mexique forme avec le Canada et les États-Unis. Mais les inégalités restent profondes. Une grande partie de la population vit encore sous le seuil de pauvreté. Okay. À la 4e position, on a l'Australie. 1500 milliards. L'Australie a tout d'une économie occidentale moderne. L'île continent offre un niveau de vie parmi les plus élevés de la planète. La crise économique de 2008 ne l'a que peu affectée. Sa richesse, l'Australie le produit principalement de 2 manières différentes, avec ses services et ses ressources naturelles, agriculture et minérales. Un accord libre-échange à l'image du CETA est pour l'instant discuté au sein des institutions européennes. Okay. À la 13e position, on a l'Espagne. 1510 milliards. Okay. L'Espagne est la 5e économie de l'Union européenne. Elle se remet tout doucement de la crise de 2008 qui a fait grimper le taux de chômage jusqu'à 26,3% en 2013 et a plongé le pays en récession. Un point en particulier a cristallisé les problèmes. Il s'agit de la bulle immobilière espagnole. Ce qui a permis à l'Espagne de connaître un essor au début des années 2000 avant d'exploser. Les prix avaient atteint des sommets. L'économie espagnole va maintenant mieux et le taux de chômage est redescendu jusqu'à 15,9%. Cela reste un problème quand on sait que la moyenne européenne est de 7,1%. En outre, de nombreux diplômés ont décidé de quitter le pays durant la crise et sa population est vieillissante. Alors, à la 12e position, on a Corée du Sud, la Corée du Sud. 1690 milliards. La Corée du Sud est un des 4 dragons asiatiques, Hong Kong, Singapour, Taïwan. Le pays a connu une croissance économique exceptionnelle. Alors que son PIB était proche d'un pays africain dans les années 60, l'économie de la Corée du Sud s'organise autour de ces 3 grandes industries: l'électronique, la construction automobile et la sidérurgie. Ouais. Ensuite, on a la Russie, 1720 milliards. Après une
reconstruction difficile qui a suivi la chute de l'URSS, la Russie a connu une croissance importante, principalement grâce à ses ressources naturelles, pétrole et gaz naturel. L'État continue de jouer un grand rôle dans l'économie par l'entremise de quelques oligarques. Mais deux facteurs freinent sa croissance, la corruption et le vieillissement de la population. À la 10e position, on a le Canada, 1800 milliards. L'économie canadienne est fortement imbriquée dans l'économie américaine. À cet égard, les récentes sanctions de Donald Trump envers son voisin sont une véritable préoccupation. Le Canada, jouant d'importantes ressources naturelles, bois, pétrole et minéral, d'une population active, très formée et de banques puissantes. À la 9e position, on a le Brésil avec 2140 milliards. Après une croissance remarquable qui a valu le pays, qui a vu les pays intégrer la catégorie des pays émergents, les BRICS, l'économie du pays est en berne. La crise économique des années 2010 l'a fortement touché, entraînant une croissance molle, un chômage en hausse et de nombreuses protestations. Le Brésil est le pays d'Amérique latine le plus inégalitaire. Après le Honduras et la Colombie, la corruption y est permanente. À la 8e position, on a l'Italie, 2180 milliards. Malgré sa dette importante, l'Italie est une des principales économies de la planète. Le problème est qu'elle est coupée en deux. Le nord du pays, Milan, Turin, y est très développé, tandis que le sud vit principalement du tourisme. Le taux de chômage y reste élevé, tout comme la corruption. Depuis la crise, l'Italie s'est lancée dans plusieurs réformes drastiques, mêlant austérité et tentative pour réduire son déficit. Ces mesures ont conduit à un rejet de la politique qui se caractérise aujourd'hui par la montée du pouvoir des extrêmes. La Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles. À la 7e position, on a l'Inde, 2850 milliards. La population de l'Inde est énorme. Son PIB est donc important, mais reste bien en deçà de la Chine ou des États-Unis. Après une forte croissance de 8% en moyenne entre 2002 et 2012, la crise économique mondiale a fait du dégât. 630 millions d'Indiens sont encore touchés par la pauvreté selon le PNUD. C'est le secteur des services qui tire toujours la croissance. Son grand défi est celui du développement du secteur agricole. Un tiers des enfants souffrent de malnutrition.
À la sixième position, on a la France, 2930 milliards. Comme toutes les économies occidentales, la France s'axe autour du secteur des services. Ces réformes structurelles n'ont souvent eu que peu d'effets. Comme les autres, l'économie française, imbriquée dans le marché européen et mondial, a subi les dégâts de la crise. Sans toutefois s'effondrer, la France connaît une croissance faible, mais stable. Le pays se caractérise également par une population très, très riche. On recense pas moins de 579 000 millionnaires en France. Ok. En cinquième position, on a le Royaume-Uni, 2940 milliards. Le Royaume-Uni était au plus mal à la fin des années 70, début des années 80. Les réformes libérales strictes de Margaret Thatcher ont remis les pays sur les rails. Non sans provoquer quelques remous. L'économie du Royaume-Uni caractérise par ses banques solides et sa place financière, la City. Mais les inégalités de revenus sont plus importantes que dans le reste de l'Union européenne. Une union que le pays décide de quitter faisant suite à la décision d'un référendum sur le Brexit. Aujourd'hui, l'économie britannique est en proie au doute sans toutefois s'effondrer. Okay. À la quatrième position, on a l'Allemagne, 4210 milliards. L'économie allemande est de loin la plus puissante d'Europe. C'est le troisième plus grand exportateur après les États-Unis et la Chine, sa balance commerciale étant largement excédentaire. L'Allemagne, c'est bien sûr l'industrie automobile, mais aussi une population active, qualifiée et des syndicats impliqués dans leur industrie sur le modèle de cogestion. En crise après la réunification en 1989, les réformes du socialiste Gerhard Schröder ont permis à l'économie allemande de retrouver la compétitivité. Le modèle allemand est aujourd'hui vanté dans toute l'Europe, mais énerve aussi. À cet égard, les sanctions américaines contre l'importation d'acier et d'aluminium visent directement l'économie allemande. En troisième position, on a le Japon, 5170 milliards. Okay. Le Japon a la dette publique la plus importante au monde. Mais pas de panique. Elle est détenue majoritairement par les Japonais. Avec ses 126 millions d'habitants, le Japon est le quatrième pays qui exporte le plus au monde. Ouais. Le taux de chômage y est la plus bas parmi les pays du G20.
Le pays a toutefois été frappé de plein fouet par la crise de 2008 et l'accident nucléaire de Fukushima en 2011. À contre-pied, a augmenté ses importations. La Chine en a profité pour dépasser le Japon dans le classement. À la deuxième position, on a la Chine. 14 090 milliards. Avec une population active de 800 millions de personnes, la Chine est une véritable machine de guerre économique. L'agriculture ne représente plus que 10% du PIB. L'industrie a pris sa place, provoquant un excédent commercial important. La Chine bénéficie dès lors de réserves de change à hauteur de 3 820 milliards de dollars en 2014. La Chine se permet ainsi de racheter de la dette de ses concurrents, installant petit à petit sa future domination. La finance chinoise est très puissante, mais reste contrariée par ce qu'on appelle le shadow banking, une finance non contrôlée qui dépasse les 4 800 milliards de dollars en 2014. La Chine a cette particularité de s'être complètement intégrée dans le système économique mondial, tout en préservant un État fort qui garde la mainmise sur son économie. Le problème reste les inégalités, principalement entre les villes est et les campagnes en ouest. Alors, à la première position, on a les États-Unis. 20 410 milliards. Les États-Unis conservent leur première place. Mais pour combien de temps? La Chine les talonne de plus en plus et il paraît certain que les choses sont amenées à changer d'ici quelques années. Mais les States restent tout puissants. D'abord grâce au dollar, monnaie de référence au niveau mondial, mais aussi grâce à ses matières premières et de par son quasi-monopole occidental sur les nouvelles technologies avec son Big Five, GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, complété par les Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Reste que la pauvreté touche 50 millions d'Américains et que le pays n'est pas à l'abri de l'explosion d'une bulle économique à l'instar de la bulle Internet en 2001 et de la bulle immobilière en 2008. En 2008, le gouvernement américain a alloué 900 milliards de dollars en prêts et sauvetages divers. PPA. La FMI classe aussi les pays du monde en fonction de leur PIB sur la base de la parité de pouvoir d'achat. PPA par habitant. Le PPA a cette particularité qu'il comprend
euh, on compte le coût de la vie relative et des euh, taux d'inflation des pays pour comparer les différents niveaux de vie. Cela permet en quelque sorte de reclasser les petits pays. Voilà, on en a fini pour les pays les plus riches du monde. Voilà. Maintenant, nous allons parler des 17 pays les plus endettés au monde. Voilà. On parle ici de la dette publique en fonction du PIB de chaque pays. Et ce ne sont pas toujours ce que l'on croit. Voici le top 15 des pays les plus endettés. La dette publique est l'ensemble des engagements financiers pris sous forme d'emprunt par un État et ses collectivités publiques. Elle est évaluée en fonction de leur PIB, ou produit intérieur brut, c'est-à-dire l'activité économique d'un pays, ce qui détermine sa croissance. Nous prendrons ici en compte les chiffres les plus récents établis par la FMI en 2017. Donc nous avons à la 17e position la Belgique, 103,2%. La Belgique est un pays très riche, mais aussi très endetté. Les dépenses de ces collectivités publiques plombent quelque peu sa croissance. Même s'il y a un mieux, le coût de la dette belge baisse et continuera à le faire en 2019 et 2020. La Belgique profite de la conjoncture actuelle et des taux d'intérêt historiques bas. Okay. Ensuite, à la 16e position, on a l'Égypte, 103,3%. Selon la Banque centrale d'Égypte, 89% de la dette du pays doit être imputée à son gouvernement. Depuis les troubles qui ont vu Hosni Moubarak et puis Mohamed Morsi être écartés du pouvoir, le pays est en reconstruction et s'endette à l'étranger, notamment auprès du FMI. 12 milliards contractés en échange de réformes drastiques. Mais cela ne se fait pas sans heurts. La population doit faire face à une énorme inflation des produits de base, plus 35% en janvier 2017. À la 4e position, on a le Jamaïque, 104%. Des décennies d'importants emprunts ont contribué à faire de la dette ce qu'est actuellement. La croissance économique de la Jamaïque n'a jamais vraiment été au beau fixe. Ces importations, nourriture transformée, combustibles et produits de transport surpassent largement ces exportations. Café et le déficit public y est chronique. De plus, le chômage de masse reste également un énorme enjeu pour l'île, ce qui a poussé le FMI à lancer plusieurs plans de sauvetage. La législation du cannabis n'y a rien changé.
À la 14e position, on a les États-Unis. 107,8%. 20 000 milliards de dollars, la dette publique américaine dépasse le montant de son PIB. La course au déficit, démocrates et républicains font dans la surenchère pour financer chacun leur projet. La guerre fait rage au Sénat en attendant le prochain échéance électoral, les midterms. À la 13e position, on a le Singapour, 110,9%. Le modèle économique de Singapour est un mix entre un marché ultra-libéral et une intervention étatique importante. C'est le premier endroit du monde pour faire des affaires selon The Economics. La croissance du PIB y est très forte, 9% en moyenne depuis son indépendance en 1965. Dans le même temps, le taux de chômage y est de 2,2%. Qu'est-ce qui explique alors cet endettement? Pour arriver à un tel développement, les gouvernements successifs ont dû faire d'énormes investissements. Mais cette dette est une image troquée. Ont récemment fait savoir les autorités du pays. C'est parce que ces rapports ne s'intéressent qu'à la dette brute. En prenant en compte nos avoirs, nous n'avons en réalité aucune dette. Ok. La deuxième position, le Congo-Brazzaville, 119%. La dette du Congo-Brazzaville inquiète le FMI. C'est pourquoi une équipe d'experts a été dépêchée sur place début avril dernier pour se rendre compte de la situation. Le manque de transparence économique et la découverte de passifs ne facilitent pas les choses. Pour Lucie Villa, économiste chez Moody's, le pays ne peut pas descendre plus bas. À la 11e position, on a la Gambie, 123,2%. Là encore, le FMI se montre inquiet. La vulnérabilité liée à la dette de la Gambie reste élevée. En visite du 3 au 9 mai dernier, une mission recommande au gouvernement une discipline budgétaire qui évite au strict minimum l'emprunt extérieur. Des problèmes hérités du passé sont pointés du doigt entre arriérés extérieurs du gouvernement précédent et la prise en charge par l'État des passifs des entreprises publiques. À la 10e position, on a le Portugal, 125,6%. Après la crise économique de 2009, le Portugal était au bord du gouffre. L'État était même au bord de la faillite en 2011. Mais depuis, le pays redresse la barre. Son déficit a été divisé par 2
pour descendre en dessous de la barre de 3% comme le veulent les règles européennes. Le chômage y est aussi passé de 17 à 8%. Même si beaucoup de jobs restent précaires, attention toutefois, la situation du pays reste fragile. Le pays a dû s'endetter pour redresser la barre, une politique de gauche qui a mis fin à l'austérité européenne. À la 9e position, on a le Soudan, 126%. Le Soudan est le 2e pays le plus endetté d'Afrique, après l'Afrique du Sud. Mais il est beaucoup moins riche, avec 37,9 milliards de dettes. Le pays se classe dans le top 10 des pays les plus endettés au monde, en fonction de son PIB. Pour info, le pays est toujours dirigé d'une main de fer par Omar Hassan Ahmed al-Bashir, dit El-Bashir, président sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. À la 8e position, on a la Mozambique, 130%. Le FMI s'inquiète pour les dettes des pays d'Afrique subsaharienne et le Mozambique en fait partie. L'exécutif a caché une partie importante de la dette du pays qui la faisait monter à 130% du PIB. Des emprunts contractés en toute opacité pour acheter du matériel militaire, notamment aujourd'hui. Le Mozambique, comme le Gabon, la Zambie, mais aussi le Ghana, ont bien du mal à rembourser leurs bails, tout comme le Congo et la Gambie vue plus haut. À la 7e position, on a l'Érythrée, 131,2%. L'Érythrée a connu une croissance importante ces dernières années, mais le pays part de très loin. L'Érythrée est classée au 182e rang sur 185 en termes d'indice de développement humain. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Une économie autarcique, des dépenses militaires inconsidérées, 25% du budget de l'État et les nombreuses sécheresses plombent la croissance du pays et donc son PIB. De plus, sa mauvaise entente générale entre ses bailleurs empêche l'Érythrée de bénéficier d'un allègement de sa dette. L'inflation atteint 10% en moyenne en 2017. À la 6e position, l'Italie, 131,4%. La dette italienne n'est pas neuve. Après la Grèce, il s'agit du pays européen le plus endetté par rapport à son PIB. Cela représente 2300 milliards d'euros. Les gouvernements passent, mais la dette s'agrandit chaque année en Italie, austérité ou pas.
les mesures économiques prônées par le nouveau gouvernement populiste de Giuseppe Conte et Matteo Salvini font craindre le pire, notamment au niveau de la Commission européenne. À la 5e position, Barbade, 132,8%. La Barbade est une minuscule île située au nord-est du Venezuela. La Barbade est connue pour avoir une dette importante malgré une activité touristique débordante. La Barbade est aussi un paradis fiscal, mais la crise du crédit a obligé le gouvernement à s'endetter pour relever une croissance en berne. À la 4e position, le Yémen, 141%, avec l'Érythrée et le Soudan. Le Yémen est le 3e pays de cette région du monde touché par la dette. Guerre civile et épidémie de choléra plombent une activité économique déjà morose. Le pays vit au crochet des aides internationales. Son industrie pétrolière y est peu développée. Le Yémen est tout simplement l'un des pays les plus pauvres au monde. À la 3e position, on a le Liban, 152,8%. Une dette vertigineuse est la crise des migrants. Et la crise des migrants syriens plombe l'économie libanaise. Du coup, des bailleurs de fonds ont promis des crédits à hauteur de 10 milliards d'euros. Le pays est aussi déchiré par les tensions interconfessionnelles. À la 2e position, on a la Grèce, 181,9%. La crise de la dette grecque a fait vaciller toute l'Europe. S'en sont suivis plusieurs plans de sauvetage contre la promesse de réformes structurelles. La Grèce entrevoit aujourd'hui le bout du tunnel. 95 des 110 réformes économiques et sociales réclamées ont pour l'instant été adoptées par la Grèce, a récemment fait savoir Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques. À la 1re position, on a le Japon, 236,7%, 9 266 milliards d'euros. Voici l'étonnante dette du Japon. Mais cela ne semble pas trop poser de problème au gouvernement. Pourquoi? Parce qu'elle est détenue principalement par les Japonais eux-mêmes. L'archipel est donc à l'abri d'un scénario catastrophe, d'autant que les bons d'État ont un des taux d'intérêt proche de zéro. Le Japon n'emprunte pas à l'étranger, dispose de beaucoup de liquidités et est même l'un des plus gros contributeurs du FMI et de la Banque mondiale. Cette dette, qui n'en est pas moins colossale, est le résultat des plans
de soutien massif lancé par le gouvernement après l'éclatement de la bulle financière au début des années 1990. Et donc voilà la fin de cette première vidéo. Je vous remercie. À plus tard.